Ça va la technique? Bon, si la technique va, tout va. Bon, j'ai encore pondu un bouquin. C'est une maladie, hein. La poule, c'est tous les jours. Bon, moi, c'est tous les 6 ou 9 mois. Donc, leur progrès et le nôtre, aux éditions du Seuil, de Prométhée à la 5G, avec, en plus, j'ai la chance d'avoir Alessandro Pignocchi qui m'offre sa mésange pour la couverture de mon bouquin. Qu'est-ce qui me prend d'écrire des livres comme ça régulièrement? Depuis que je suis député, on me demande de jongler entre les dossiers. Là, je suis sur le RSA jeune, et puis sur l'agriculture en même temps, sur le projet de loi climat, enfin, tu jongles. Et finalement, le moment où tu écris, c'est le moment où tu as le sentiment d'un peu reprendre en main à la fois ta pensée et même de refaire le monde que tu désires quelque part. Donc, il y a ce moment de redonner du sens. Et je pense que c'est la grande question que je pose dans ce bouquin-là, c'est quel est le sens? Depuis 1 an, j'entends les ministres nous dire il faut accélérer, on va de l'avant, il faut avancer. Et moi, la seule question que je pose, c'est mais vers où? Vers quel horizon? Est-ce qu'on avance vers le bonheur commun ou bien est-ce qu'on avance vers le néant, vers le ravin, tu vois? Et je veux partir par exemple d'une déclaration de Cédric O, secrétaire d'État au numérique, qui dit bon, sur la 5G, nous devons accélérer, soit, mais qui poursuit. La crise offre l'opportunité d'une transformation plus volontaire encore. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? On a eu, à force de distanciation sociale, de restons chez nous et donc devant nos écrans, on a l'école qui devient numérique, on a l'université qui passe en distanciel, on a le travail qui devient du télétravail, on a le commerce qui devient du click and connect. Et ça, c'est au fond la Startup Nation qui a saisi, comme il le dit là, Cédrico, une opportunité et il dit qu'il faut le faire, cette transformation, de manière plus volontaire encore. Mais volontaire, qui veut? Qui veut ça? Est-ce que c'est ça que nous voulons ensemble? Est-ce que c'est vers ça que nous voulons aller? Tu vois? Et j'oppose à Cédric O, dans mon bouquin, le propos de Thierry, qui est restaurateur à Amiens, là, qui d'ailleurs, pendant la crise Covid, fait tous les jours des repas bénévolement pour les étudiants, qui dit on passe des commandes en ligne, on prend des apéros en ligne, bientôt on fera l'amour en ligne. Avec le Covid, notre société a gagné 20 ans. Mais quand il dit ça, Thierry, il pense, au fond, elle a gagné, mais elle a perdu. C'est comme si plus on avançait, plus on reculait. Et ça dit quelque chose sur un temps où les avancées technologiques peuvent aller contre le progrès humain. Et quelque chose qui est ressenti non pas seulement par une élite contestataire, mais qui est en train de s'ancrer dans le sens commun. Pour moi, il y a une cassure qui commence dans les années 70, qui s'accroît évidemment avec un certain nombre de catastrophes, hein, Hiroshima, Fukushima, le Torrecanium et l'Erika, le glyphosate et là le réchauffement du climat qui évidemment fait que la main de l'homme, la toute-puissance de l'homme, on se demande si elle est bénéfique ou bien si elle se retourne contre nous, comme Frankenstein avait créé son monstre qui se retournait contre l'humanité. Et d'ailleurs, le sous-titre donné par Mary Shelley à son ouvrage sur Frankenstein était « Le Prométhée moderne ». Je vais revenir sur Prométhée. Mais voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc qui se passe dans les années 70, c'est que jusque-là, la hausse du PIB correspondait à une élévation des indices de bien-être, l'espérance de vie, le taux de mortalité infantile, enfin toutes ces choses-là. Et depuis les années 70, le PIB a doublé, mais en revanche, ça n'a pas du tout suivi du côté des indices de bien-être qui ont stagné, grosso modo. Même le bonheur vécu, évalué de manière subjective par les Français, c'est resté à peu près stable. Donc, il n'y a plus de corrélation entre les deux. Même jusque dans les années 70-80, les machines, elles contribuaient à libérer du temps. Tu vois, on travaillait de moins en moins, la retraite était à 60 ans, elle est passée à 55 ans. C'était le mouvement de l'histoire avec Keynes qui espérait 20 heures de travail à la fin du XXe siècle. Et ça s'est inversé. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus. Donc, les avancées technologiques ne correspondent plus à cette libération de l'humanité, à cette émancipation, tant du point de vue des indices de bien-être que de la libération du temps de travail ou d'une vision on va vers le mieux pour l'avenir. Bon, il y a une cassure. Et maintenant, cette cassure, tu vois, par exemple, je la vois dans un adjectif. C'est inutile. C'est-à-dire, dans l'après-guerre,
tout ce qui était des coulées de béton gigantesques, qu'il s'agisse des aéroports, des autoroutes, des barrages, était vécu comme étant le génie des hommes. Et maintenant, ça se traduit comme étant la folie des hommes. Le grand projet est devenu grand projet inutile. Et ça dit quelque chose sur le non-sens, c'est-à-dire sur le vide de projet. Tu vois. Et donc, mon bouquin est là-dessus, sur cette tension entre avancée technologique et progrès humain, mais aussi entre ceux qui veulent continuer à nous faire avaler comme du projet. Alors c'est qui ils? C'est les dirigeants politiques et économiques. Parce que le pognon, il est dans l'avancée technologique. Les gains sur la main-d'œuvre, il est là-dedans. Sur accélérer, c'est là-dedans, tu vois. Et de l'autre côté, notre progrès, qui ne s'évalue pas à l'aune de la compétitivité et donc qui rompt avec un certain nombre d'avancées technologiques aussi. J'ai cité Prométhée. Mon livre, il naît aussi d'une rencontre avec un texte, avec le texte d'Échille, donc ça doit être aux alentours de 500 avant Jésus-Christ, qui pond Prométhée enchaîné. Jusque-là, Prométhée était un adversaire pour moi. Parce que Prométhée, c'est celui qui apporte le feu, qui apporte la technique aux hommes. Et quelque part, je regardais nos pères, la génération d'après-guerre, comme étant la continuité du prométhéisme, avec le marché qui devient le supermarché, l'hypermarché, l'agriculture qui se mécanise et se chimise, avec les apports que ça a pu avoir aussi, souveraineté alimentaire et tout ça, mais aussi destruction du vivant, avec l'industrie qui tue l'artisanat et qui fait que les gens vont travailler la nuit et que ça peut se délocaliser à l'autre bout de la planète. Bon, tout ça relève d'un mouvement prométhéen que moi, j'étais plutôt partisan, et je le reste, d'un retour sur Terre. Et donc, je regardais Prométhée comme un adversaire. Et là, je tombe sur le texte d'Échille, Prométhée enchaîné. Je vais vous en lire un extrait parce que mon livre naît aussi de la rencontre avec ce texte-là. Je ne peux pas tout lire. Il faudrait tout lire. Il faudrait lire la discussion entre Héphaïstos et le pouvoir, entre Prométhée et les Océanides. Bon, mais je passe. Je ne garde que des petits fragments. J'ai éprouvé de la pitié pour les hommes. Voilà comment Prométhée explique qu'il a volé le feu à Jupiter et qu'il allait le donner aux hommes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient démunis, ils étaient tout nus, ils ne pouvaient pas se battre, ils n'avaient pas de griffes, ils n'avaient pas de crocs, ils n'allaient pas se défendre. Et là, par pitié pour les faibles, il décide de les armer, de les protéger en leur offrant le feu, en leur offrant de la technique et en fait, on va le voir, en leur offrant de l'intelligence et de la connaissance. Il fait ça par pitié. Ensuite, il dit ceci. Écoutez la détresse des mortels, ce n'étaient des enfants. J'en ai fait des êtres de raison, maîtres de leur esprit. Je ne veux pas les rabaisser en vous le disant, mais vous montrer par ces dons à quel point je les aimais. Il agit par amour. Avant, ils regardaient pour rien sans voir, ils écoutaient sans entendre, sans comprendre, comme flottant dans des rêves. Toute leur vie, ils embrouillaient tout, sans voir où ils allaient. Ils ne connaissaient ni les maisons aux briques séchées, ni le travail du bois. Non, ils vivaient sous terre comme des fourmis. Et voilà, Prométhée qui décide de défendre les fourmis humaines, de leur apporter son secours. Ça renverse ma vision de Prométhée, qui est au fond le moins prométhéen des titans, le moins titanesque, le moins gigantesque. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent en faisant surgir des montagnes, en lançant des éclairs dans le ciel. Tu vois, c'est terrifiant. Lui, qu'est-ce qu'il décide? De venir au secours des fourmis humaines. Et je pense que ça dit tout sur comment on devrait relire le mythe de Prométhée. Comment il nous a été tordu et distordu en nous faisant comme si c'était l'éloge du gigantisme, de l'hubris, de la démesure, de allons sur la Lune, sur Mars, enfin tu vois. Et au fond, là, ce que fait Prométhée, c'est au contraire le retour sur Terre. Et il ouvre un chemin du progrès qui n'est pas le gigantisme, mais qui au contraire est l'attention portée aux fourmis. C'est-à-dire l'attention portée à ce qu'il y a de plus faible, au plus fragile. Et évidemment, je pense que c'est là le grand sens du progrès. Ce progrès, il a évidemment existé quand on interdit le travail aux enfants. Avant 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, c'est
prendre le parti des faibles. Quand on met en place les retraites et que ça fait diviser par 4 le taux de pauvreté, qu'il y a une fatalité millénaire qui est brisée, à savoir vieillir dans la misère, c'est prendre le parti des faibles. Et je pense que ce progrès-là, on peut le poursuivre. On peut le poursuivre d'abord, évidemment, à l'endroit de la jeunesse. Aujourd'hui, le taux de pauvreté chez les jeunes, il est nettement plus élevé que chez les plus de 65 ans. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. On peut le faire pour les enfants. D'ailleurs, les plus pauvres, c'est encore les enfants qui vivent dans des familles pauvres, qui par exemple vont être exclus des voyages scolaires parce qu'ils n'ont pas les moyens que leurs parents leur payent ça. Ou dans mon coin à Ville, qui ne peuvent pas faire du foot parce qu'ils ne vont pas pouvoir payer la licence et les crampons. Bon, la pitié, l'amour, la tendresse pour toujours les personnes âgées. Quand on voit dans des EHPAD, comme me racontait Brigitte, où les couples sont séparés des fois, où on peut laisser pendant des heures une personne âgée dans un fauteuil roulant crier « mon biquet, mon biquet, mon biquet » en espérant que son conjoint va le retrouver et qu'on n'agit pas simplement parce qu'il n'y a plus le personnel pour ça. Voilà un chemin du progrès. Je ne veux pas dire ce qu'appelait Brigitte, c'était de la maltraitance institutionnelle et je suis bien conscient que les gens font et les soignants font ce qu'ils peuvent à l'intérieur de ça. Mais par exemple, soigner les soignants. Toutes les auxiliaires de vie qui aujourd'hui s'occupent des personnes âgées du matin au soir et souvent de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir et tout ça pour même pas le salaire minimum, je veux dire, là, il y a un chemin du progrès. Retrouver du temps pour les siens. Quand on interroge les Français et qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce que vous voulez aller plus vite ou est-ce que vous voulez ralentir, ils disent aux 2/3, on veut ralentir. Et pourtant, que proposent les dirigeants? D'accélérer, accélérer, accélérer. L'accélération est leur maître mot. Je suis cul la praline, hein, mais tant pis. Richard Wilkinson, il montrait dans son livre, tu sais pourquoi l'égalité est meilleure pour tous, que l'amitié permet de guérir du rhume. Tu vois en général, les gens qui ont bonne relation avec leurs cousins, leurs voisins, leurs copains, qui ont de l'amour autour d'eux, ils sont moins malades. Et ça permet de se soigner pas seulement de maladies bénignes comme un rhume, mais même des maladies graves. On constate des taux de guérison supérieurs quand on est entouré de cette affection-là. Il montre aussi, Richard Wilkinson, comment les inégalités génèrent de la honte, le sentiment d'être jugé en permanence ou de la peur, et comment ça produit un stress chronique qui produit des maladies psychosomatiques graves. Mais qu'en plus, ça fait des sociétés où il y a des dissemblables et où, au fond, la fraternité, qui est dans notre devise républicaine, elle devient impossible parce qu'il n'y a plus l'égalité. Bref, des chemins de progrès, on en a de nombreux, de multiples, qui sont devant nous, qui sont à portée de main, tandis qu'on veut nous réduire le progrès à la 5G et la sortie du dernier iPhone, tu vois. Il y a un nouvel iPhone par an et à chaque fois, c'est « il arrive ». Mais attends, « il arrive », auparavant, quand on disait ça, c'était le Messie. Maintenant, tu vois à quel point on est dans un vide politique, dans un vide d'espérance, quand ce qu'on veut nous faire dire « il arrive », c'est juste un nouveau téléphone portable qui va avoir 2-3 gadgets supplémentaires et pour lequel il va y avoir un mois de salaire à mettre à l'intérieur pour le choper, quoi. Un autre du chemin du progrès, c'est la démocratie. On progresse énormément sur le plan technologique, mais pour ce qui est du vivre ensemble, de comment on prend des décisions, comment on s'organise, au fond, on a assez peu progressé. Et ça me ramène presque encore là à Prométhée. Là, c'est chez Platon, dans un texte qui s'appelle Protagoras. Il y a la fable est reprise, le mythe de Prométhée est repris. Zeus dit, mais voilà, bon, les hommes, ils ont le feu, mais pour se protéger, ça ne leur suffit pas. Il faut qu'ils apprennent à s'organiser dans la cité. Pour ça, il leur faut le respect et la justice. Il leur faut la démocratie. Il leur faut apprendre à décider ensemble. Et là, Hermès va voir Zeus, il dit, mais alors, comment je fais? Est-ce que je fais comme pour la médecine et je donne la totalité du savoir à un homme? Tu vois, il y a le médecin et il soigne tous les autres. Il y a le forgeron et il travaille le fer pour tous les autres. Est-ce que je fais pareil pour le respect et la justice? Non, Zeus dit, non, 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 non. Là, pour ça, il faut que tous s'y mettent. Le respect et la justice doivent être répartis entre toutes les personnes de la cité. Tous doivent participer. Et ceux qui ne participent pas à ça, on doit les tuer. C'est une obligation.
finalement, c'est une obligation républicaine de participer à la vie de la cité. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. On a quasiment une obligation de ne pas y participer. Il y a un homme qui participe, qui décide. Tu vois, c'est Manu Hadi, c'est le jeu auquel on joue depuis 1 an, quoi. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais donc, évidemment, un chemin du progrès, c'est un chemin c'est le chemin de la démocratie aussi. Et même, je dirais, de la technologie dans la démocratie. C'est-à-dire, sur la 5G, par exemple, quels usages on accepte, quels usages on refuse? Comment on fait le tri? Sur les applications qui se mettent en place avec les smartphones, lesquelles on accepte, lesquelles on refuse? Comment on décide de ça collectivement? Comme d'habitude, dans ce que je fais, je passe un peu de Marx à un EHPAD, je passe de Dominique Bourg à la commande vocale, je passe de Wilkinson au Mirabellier en Alsace. Tu vois, j'essaie de jongler entre des textes théoriques, on va dire, et la pratique et le reportage. Et là, j'ai trouvé donc chez un historien américain qui s'appelle David Noble, qui est un historien des technologies, j'ai trouvé des tracts tirés des dockers de San Francisco en 1971, qui disent ceci. Le véritable enjeu, c'est finalement de déterminer ce que nous autres travailleurs acceptons comme un progrès. Comme bien d'autres travailleurs, nous sommes confrontés à une révolution technologique qui produit des systèmes et des modes d'organisation économes en main-d'œuvre. Voilà ce que notre employeur appelle progrès. Mais si ce progrès n'est pas contrebalancé, le résultat sera que notre patron fera la queue à la banque pour toucher des profits encore plus mirobolants, tandis que nous ferons la queue au guichet des agences pour l'emploi et des services sociaux. Est-ce que la commande vocale dans les centres logistiques, c'est un progrès pour le mec qui se prend des telle allée, K, étage 3, tu vois, OK, le mec qui répète OK toute la journée et qui va retrouver sa femme le soir et qui lui dit OK. J'ai des témoignages comme ça où il a l'impression de parler comme un robot, tu vois. Et qui va venir gratter sur son temps de pause parce qu'il pouvait croiser un collègue et tout ça. Maintenant qu'il a la commande vocale, il perd plus de temps, tac, il trace toute la journée. Est-ce que c'est un progrès? Est-ce qu'on lui a demandé son avis sur comment il va y avoir de la commande logistique à l'intérieur de son atelier? Les caisses automatiques, est-ce que c'est un progrès pour les caissières? Est-ce que c'est ce qu'elles souhaitent, tu vois? Qu'est-ce qu'on leur propose en échange? Je dis moi sur ça par exemple, tu vois, le commerce normalement ça avait un double sens. C'était le commerce, c'était l'échange de marchandises contre de l'argent ou d'échange de marchandises, mais c'était aussi l'échange de paroles. Le libre commerce, c'est aussi ça, tu vois. Et là quelque part, cette activité millénaire qui est le commerce, en mettant des caisses automatiques, c'est qu'on choisit de robotiser ce qui était quelque chose d'échange de paroles aussi, que déjà on avait automatisé avec, tu sais, ce qu'on appelle le SBAM et le SBAM+. Tu connais pas? Sourire, bonjour, au revoir, merci, c'est le SBAM pour les caissières, on leur a enseigné ça. Et ensuite, c'était SBAM+, sourire, bonjour, au revoir, merci, est-ce que vous avez la carte de fidélité? Tu vois? Donc, ça a été une automatisation du travail des caissières, alors que quand on les interroge, ça y est, je parle loin, mais quand on les interroge, elles aiment leur métier. Parce qu'elles considèrent que c'est un métier de relation, qu'elles peuvent échanger entre collègues, auparavant parler d'une caisse à l'autre, ou parler avec le client. Mais qu'au fond, ce métier de relation, on l'a vidé, on l'a pressé pour ne plus en faire que du scan d'objets, quoi. Donc elles aiment leur métier, mais elles n'aiment pas la manière dont on leur fait exercer. Bon bref, le champ des questions autour de leur progrès et le nôtre, est vaste, et je pense que c'est vraiment quelque chose de projet contre projet. Il y a une interrogation sur aussi la gauche et le progrès. Quand on critiquait les avancées technologiques, on me renvoyait à Marx, tu vois, et la citation qu'on me donnait toujours de Marx, c'est ça. Il faut du temps et de l'expérience avant que les ouvriers, ayant appris à distinguer entre la machine et son emploi capitaliste, dirigent leurs attaques non contre le moyen matériel de production, mais contre son mode social d'exploitation. Marx dit là finalement, à la place de s'attaquer à l'outil, il faut s'attaquer au bras qui tient l'outil. Quand il y avait des critiques des avancées technologiques, c'est ce qui, par la gauche, était répandu en permanence. D'abord, quand on lit Marx, et je m'y suis appliqué à repartir dans le Capital, on voit qu'il dit lui-même que la machine arrive comme une puissance ennemie de l'ouvrier
et c'est ainsi que le capital l'emploie. Il montre la marche conquérante de la machine, afflige de la misère les rangs des ouvriers. Elle fait des ravages terribles. L'histoire ne présente pas de spectacle plus attristant que celui de la décadence des tisserands anglais. Quand le capital s'empara de la machine, son cri fut du travail de femmes, du travail d'enfants, parce que la machine était l'occasion de ne plus avoir seulement les hommes, mais aussi de mettre au travail les femmes et les enfants, parce que ça réclamait vraisemblablement moins de muscles. Ce moyen puissant de diminuer les labeurs de l'homme se changea aussitôt en moyen d'augmenter le nombre des salariés. Il courba tous les membres de la famille, sans distinction d'âge et de sexe, sous le bâton du capital. Donc, la description de la machine par Marx, c'est quand même quelque chose d'assez effrayant. Et on a presque un éloge de tous ceux qui ont ralenti la marche de la machine. C'est-à-dire qu'ils montrent ceux qui ont vu les machines arriver, qui les ont détruits, même bien avant les Ludites. Et même des décisions prises par des villes d'interdire ces machines. Et quelque part, la marche en avant de ces machines a permis de limiter pendant un temps la misère chez les travailleurs. Donc je ne suis pas sûr que Marx il soit autant dans le développement des forces machinesques, dans le développement des forces du capital que ça. Et au contraire, il en effectue une critique dans son bouquin. Bon. Donc voilà, ça pose la question, je ne vais pas épiloguer tout ça, hein, vous le direz ou vous ne le direz pas, mais ça pose la question du rapport aussi de la gauche au progrès. Qu'est-ce qu'on doit... faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il doit y avoir un tri à l'intérieur des avancées technologiques. Pourquoi il y a eu une adéquation, puis un décollage entre progrès technique et progrès humain? Bon, voilà. Le numérique, bah là, je suis en train de l'utiliser, en effet. Donc, qu'est-ce qu'on se fixe comme limite? Comment on organise ça? Et puis même l'accélération, tu vois, moi qui ai fait une critique de l'accélération, qui suis toujours en train de sauter d'un endroit à l'autre, de faire un bouquin en même temps qu'un film, en même temps que j'interviens à l'Assemblée, enfin, c'est cette espèce de fuite en avant, quelque part. Donc bon, il faut avoir un regard critique par rapport à soi aussi dans tout ça. Et évidemment, leur progrès, qui est leur, j'ai dit, c'est les dirigeants politiques et économiques. À un moment, ça s'incarne aussi, tu vois, ça s'incarne dans un visage, ça s'incarne dans un homme, et à la surprise générale, cet homme, pour moi, c'est le président Emmanuel Macron. Et là, si ça vous amuse, pour terminer, on peut peut-être dépioter un peu l'un de ses discours, s'amuser autour, quoi, qui est prononcé donc à l'Élysée le lundi 14 septembre. On vient d'être déconfiné, en fait, on s'apprête à être reconfiné. Là, qui Emmanuel Macron, à la salle des fêtes de l'Élysée, choisit d'accueillir? Est-ce qu'il choisit d'accueillir les soignants qui étaient en première ligne? Non. Est-ce qu'il choisit d'accueillir la deuxième ligne? Tu vois, les caissières, les auxiliaires de vie sociale, les éboueurs, tous ceux qui, pendant le printemps, ont poursuivi leur métier. Comment il disait? Notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Est-ce que c'est eux qui l'accueillent? Non. À qui il va faire un discours de quand même 49 minutes, tout en disant qu'il ne va pas être trop long, mais il fait quand même 49 minutes. C'est la Startup Nation. Voilà. Tu vas voir, il les remercie. C'est eux qui remercient. Tu vas écouter. Et ça montre aussi qu'on peut continuer à avancer, se voir et faire avancer les sujets auxquels nous tenons. Et je voulais vraiment remercier, pour commencer, d'abord les 3 témoignages et les 3 succès, il faut bien dire, qui se sont exprimés là, mais tout l'écosystème. On a vu avant l'ensemble des différents responsables de communauté French Tech. Vraiment merci à toute la communauté et à la French Tech, au secrétaire d'État, au ministre, à Tech in France, à France Digital, Syntec Numérique, à BPI France, Station F, l'ensemble des fonds de l'écosystème et tous ces acteurs. Je ne suis pas exhaustif, mais en quelques années, c'est structuré comme ça une espèce de carte du tendre de la mobilisation, de l'engagement pour faire de la France une place qui crée, développe et est en train de transformer le monde. De qui il salue la mobilisation et l'engagement? De tout un écosystème, il nous dit, French Tech, Tech in France, France Digital, Syntec Numérique, BPI France, Station F et ainsi de suite. Et d'ailleurs, dans la foulée, il va leur filer 7 milliards d'euros là, par petite tranche, pour 3,7 milliards pour les startups, 2,3 milliards pour la transition numérique, 500 millions pour un meilleur accès au numérique, et tout ça, ça fera 7 milliards à l'arrivée. Bon, mais est-ce que tu as entendu par 2 fois un mot
écosystème. Ce mot-là, écosystème, il revient 38 fois dans le discours du président là. En 49 minutes, 38 fois. Un écosystème d'innovation, un écosystème européen, un écosystème de cybersécurité, sans compter les financer notre écosystème, renforcer notre écosystème, stabiliser notre écosystème. À la fin, je me suis dit, bon, je vais aller voir regarder la définition de écosystème dans le petit Robert, et j'ai ça comme définition. Écosystème, unité écologique de base formée par le milieu et les organismes vivants, végétaux, bactériens qui y vivent. La montagne, la forêt, le désert sont des écosystèmes. Et là, il y a une citation. Chaque élément dans un écosystème a un rôle, une raison d'être. Rien n'est inutile et tout est incroyablement fragile. C'est quand même un signe, j'ai pensé, que alors que notre écosystème, le vrai, il s'effondre. Hein, moins 90% de lombriques sous terre en une génération, moins 30% d'oiseaux dans les airs, moins 70% de vertébrés. Ce qui apparaît comme un écosystème prioritaire dans le discours du président, c'est en fait le technosystème. Et c'est dire à quel point la priorité politique, elle va vers ce technosystème qui est un mélange de technique et de capital, plutôt que vers l'environnement, le climat, et vers, il n'y a pas un seul animal cité dans les discours de Macron. Et cet écrasement lexical, il signifie un écrasement politique. Il n'y a pas un seul animal cité. Si tu vas voir, il y en a un. Les résultats, on en a sur beaucoup d'items. Celui des licornes vient d'être évoqué. Moi, je partage totalement ce qu'a dit Alexandre. Ce n'est pas l'objectif final. C'est un objectif intermédiaire. Vous mobilisez. Quand on part de zéro, tout le monde nous disait en Europe, vous n'êtes pas fichu d'avoir des licornes, en France non plus. C'est un bon objectif. Voilà l'animal, le seul cité, qui est à préserver, à cocooner, à développer, c'est la licorne. The unicorn dans la Silicon Valley, c'est-à-dire les startups qui arrivent à avoir plus d'1 milliard d'euros de capital. Et donc, le fait que Emmanuel Macron ne cite pas les vers de terre, ne cite pas les mésanges, ne cite pas les crocodiles, peu importe, mais cite les licornes, c'est-à-dire un animal mythologique qui n'existe pas et qui là est juste quelque chose qui est lié au capital, me paraît tout à fait symptomatique. Alors, en concurrence avec le mot écosystème qui revient 38 fois, il y a un mot qui revient presque aussi souvent. La langue de Macron est pleine de truismes un peu étranges, tu vas voir. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est simplifier et accélérer parce que vous avez besoin de vitesse. Il faut accélérer parce que vous avez besoin de vitesse. Tu vois, c'est quand même... il faut accélérer l'accélération. Et le mot accélérer est un mot qui revient tout le temps. Accélérer les apprentissages, accélérer la résilience, accélérer les transitions, accélérer l'investissement du capital, accélérer les initiatives, accélérer cette consolidation, accélérer cette transformation, accélérer la transformation en termes d'inclusivité. Alors, je vais te mettre, à mon avis, le joyau. Et on se demande si c'est un humain qui a fabriqué un pareil charabia ou bien si c'est un logiciel qui travaille derrière. Tu sais, il y a un linguiste allemand qui s'appelait Victor Klemperer qui avait fait un bouquin qui s'appelait Lingua Tertii Imperii, c'est-à-dire la langue du Troisième Reich, montrer quels étaient le vocabulaire du Troisième Reich. Éric Hazan l'avait repris pour la langue de la Ve République. Et je pense que là, il faut refaire la même chose avec la langue de la Startup Nation. Tu vas voir ce petit bijou. Je pense que c'est un levier formidable d'accélération pour un monde plus inclusif, pour accélérer la transformation à laquelle on croit, mais aussi avoir un écosystème qui n'est pas seulement un écosystème qui crée de la valeur, mais qui est porteur de sens. Quand tu reprends la phrase à froid et que tu lis « Nous avons là un levier formidable d'accélération pour un monde plus inclusif, pour accélérer la transformation à laquelle on croit, mais aussi avoir un écosystème qui n'est pas seulement un écosystème qui crée de la valeur, mais qui est porteur de sens. » D'abord, on se demande bien quel est le sens, ne serait-ce que de la phrase, mais bon, comme la métaphore revient tout le temps de l'accélération, de aller de l'avant, de avancer, et ainsi de suite, c'est évidemment la question qu'on se pose, c'est accélérer, mais vers quoi? Vers où? Et donc, ça dit quelque part un vide. Quand, en fin de compte, un moyen est transformé en fin. Moi, la technologie, elle peut apparaître comme un moyen, comme un outil. Mais pour servir à quoi? On ne nous le dit pas, on ne nous le dit plus. Est-ce que c'est pour améliorer les soins? Est-ce que c'est pour guérir des inégalités? Enfin, à quoi ça doit nous servir dans notre quotidien? Je pense que ça témoigne au fond d'une crise métaphysique. Mon bouquin, il est quasiment métaphysique, téléologique, c'est-à-dire
quelle est la finalité qui est visée? Quand on parle de progrès, c'est le progrès vers quoi? Et que le moyen ne se substitue pas à la fin. Et d'ailleurs, c'est tout à fait marquant que, à l'endroit de la technologie, le vocabulaire d'Emmanuel Macron soit un vocabulaire de foi. C'est une religion, c'est un culte. Alors, je recense dans mon livre le nombre de grands-messes auxquelles il participe, dont il est le pape, tu vois, que ça soit Vivatech, Choose France, le Digital Day, il invente un certain nombre de trucs comme ça qui permet d'être le Moïse du peuple élu parce que quand même, il faut se souvenir de son mantra qui doit nous guider. I want France to be a start-up nation, quoi. C'est quand même le but qui nous est donné par notre prophète. Mais en permanence, dans ce discours, dans son vocabulaire, il y a je crois, je crois, je crois. Je vais te donner un exemple. Le modèle dans lequel nous croyons n'est pas quelque chose d'anecdotique qui soit simplement un secteur pour bobos urbains. Ce à quoi on croit très profondément, la démonstration doit être faite maintenant, que ces créations, ces consolidations, cette transformation par le numérique, toute la France entière, tous les territoires et écosystèmes, cet écosystème, tous les talents y croient, ils veulent y croire. Ça revient en permanence. J'y crois, nous devons y croire, il faut y croire, et ainsi de suite. Et c'est symptomatique que son sermon s'adresse aux start-upers, il est au milieu de la communauté. La communauté, c'est comme la communauté des premiers chrétiens, quoi, tu vois. Plutôt que jamais il a reçu à l'Élysée, dans son palais, les enseignants pour leur faire un discours de 49 minutes sur l'éducation. Jamais il a reçu à l'Élysée les paysans pour un discours de 49 minutes sur la terre. Jamais il a reçu à l'Élysée les avocats même, pour un discours de 49 minutes sur le droit, tu vois. Tout ça ne se produit pas, parce que ce n'est pas pour lui les chemins du progrès. En revanche, là où il croit, c'est dans ses adeptes la Startup Nation. Et c'est vraiment un truc de peuple élu. Au fond, il veut nous faire croire que eux seraient les modernes, et nous, on serait les rétrogrades. C'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il nous propose? C'est un obscurantisme technologique. C'est un futurisme dépassé. C'est-à-dire, au nom de sa foi, au nom de cette croyance, au nom de ce culte, il n'y aurait pas à regarder à quoi la technologie peut servir, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, à effectuer un tri démocratique à l'intérieur, à le questionner et ainsi de suite, parce que ça dépasse le cadre de ce qui peut être interrogé. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est quand même symptomatique, et je vais terminer là-dessus, parce que de ce discours, on n'a retenu qu'une petite phrase, c'est sur les Amish, qui ne croient pas au modèle Amish. Et c'est quand même tout à fait symptomatique que quelque part, il excommunie, qui dénonce comme étant une secte, tu vois, ceux qui s'interrogent et qui les renvoient comme étant une petite secte qui utilise le vocabulaire de la foi et le vocabulaire de l'excommunication, de la marginalisation par vous n'avez pas la bonne croyance. Mais alors ce qu'on réclame, moi je suis prêt à un débat éclairé dans la filiation des Lumières autour de la technologie et ses usages. Le véhicule autonome, demain, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas? À quoi il doit servir? Quels investissements il suppose? Est-ce qu'on pourrait les avoir ailleurs? Tu vois un peu? Et donc ça, c'est tout un champ de débat qui est aujourd'hui interdit. C'est long, hein. Mais la dernière chose à dire, c'est que, au fond, et ils le savent, ce progrès-là, ce futurisme un peu à la Matrix, tu vois, où on nous promet des objets connectés tous azimuts, les Français n'en veulent pas. Et les dirigeants le savent. D'où une tension, d'où le vouloir le faire sans le dire aux gens, sans le poser publiquement, sans faire voter dessus. Où est-ce qu'on irait si les gens décidaient de ça? Ça serait le bazar. Et quand on regarde les sondages, par exemple sur la maison, qu'est-ce que les Français veulent? Aux 3/4, leur idéal de maison, c'est un cocon pour la famille. Et quand on leur propose des objets connectés, la smart home, tu vois, ça arrive tout en queue de peloton. Mais vraiment, après l'écologie, après tout le reste,
il n'y a que 14% des Français qui en veulent. Et pourquoi? Parce qu'ils disent, 1, ça va te coûter cher, 2, il y a des risques d'espionnage, 3, les ondes, on ne sait pas ce que ça vaut, et surtout, est-ce que c'est utile? Et je pense que c'est la vraie question. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile à notre bonheur? Est-ce que c'est là que se trouve le vrai progrès? Tu vois? Et donc, il y a cette tension immense entre ce que la classe dirigeante veut poursuivre comme avancée technologique et nous le faire passer comme du progrès, et un ressenti des Français en profondeur que le progrès humain, demain, il n'est pas là, il va être dans les liens, il va être dans le soin, il va être dans tout ça. Et donc on a ce conflit, leur progrès et le nôtre, celui qu'ils veulent nous imposer et celui qu'on doit arracher. Et donc je pense que c'est projet contre projet et progrès contre progrès. Allez, on arrête là pour maintenant. Ce que je propose, il y en a peut-être qui vont le lire, même si j'en ai fait un long exposé. Ce que je propose, c'est que peut-être qu'à un moment, on fasse un live Facebook. Tiens, c'est vraiment un peu contradictoire, mais c'est pas grave, de dire on va faire une critique du progrès en faisant un live Facebook, avec vos interpellations, vos remarques, parce que je pense que ce n'est pas une réflexion où je suis au bout. J'ouvre plein de portes, j'ai plein de points d'interrogation, j'ai du doute sur un certain nombre de choses, et je ne prétends pas avoir résolu tous les problèmes sur ce thème. Mais je pense qu'il faut le poser comme un problème, en tout cas. À la prochaine. Donc.